on va démarrer. Merci à tous d'avoir répondu présent pour participer à ce webinaire sur un peu une présentation sur la partie e-release, sur l'intégration du bilan hydrique dans l'application Winat, le fonctionnement du modèle, le fonctionnement dans l'application, une présentation de l'interface Visiofarm et ensuite on pourra échanger et répondre à vos questions. Concernant les intervenants pour ce matin, Julien Boyer, qui est un ingénieur R&D sur la gestion quantitative de l'eau chez Arvalis, qui présentera principalement les parties liées au modèle. Lorraine Godon, ingénieur développement et production chez Arvalis, qui s'occupera de vous présenter la partie Visiofarm. Et moi, je m'appelle Pierre Giquel, je suis responsable produit chez Winat et je vous présenterai l'intégration du bilan hydrique Irelis dans l'application Winat. Le webinaire est prévu pour une durée de 1h30. L'idée, c'est d'avoir un webinaire en deux parties. Une partie présentation où on va vous présenter le programme que je vous ai rapidement détaillé, que je vous représenterai tout à l'heure sur le bilan hydrique, son fonctionnement dans l'application et Visiofarm. Et ensuite, un temps pour répondre à vos questions que vous pouvez envoyer pendant toute la durée du webinaire sur l'onglet conversation. On y répondra à la fin. Le webinaire, il est enregistré. Un lien vous sera renvoyé à l'issue de ce webinaire. Il y a le petit bouton conversation là pour poser vos questions. Et bien entendu, en plus de la vidéo, on vous enverra le support de présentation qui vous sera partagé. Donc, au programme sur le webinaire, une première partie pour parler vraiment du pilotage de l'irrigation, de quoi on parle. Une seconde partie pendant laquelle on vous présentera le bilan hydrique Irelis au travers de l'interface Winat, puis la partie interface distributeur Visiofarm, et enfin une conclusion et un temps de réponse aux questions. Julien, je vous laisse la parole pour parler sur le pilotage de l'irrigation. Merci Pierre. Bonjour à tous. Donc voilà, je suis Julien Boyer, je travaille à Arvalis et notamment sur la gestion quantitative de l'eau. Donc le pilotage d'irrigation, de quoi parle-t-on? Tout d'abord, quelques petites diapos introductives pour enfoncer le clou sur le pilotage de l'irrigation pour savoir s'il y a encore besoin. Il y avait le pilotage. Pourquoi piloter? On est sur une gestion de ressources à la parcelle dans des contextes pédoclimatiques et aussi des contextes économiques qui sont divers et variés et qui nécessitent de réfléchir l'irrigation par rapport à la ressource en eau, mais par rapport éventuellement d'autres paramètres inhérents à l'exploitation. Mais là, aujourd'hui, on va s'intéresser au pilotage via le bilan Irelis. Et quand on parle de pilotage de l'irrigation, c'est cibler des phases clés de l'irrigation. La première, la plus importante, c'est bien évidemment quand démarrer l'irrigation. À quel rythme irriguer en l'absence de pluie sur des périodes prolongées, c'est savoir dans la récurrence avec laquelle on doit revenir sur la parcelle pour irriguer. Pierre, est-ce que vous pouvez dérouler toute la diapo? Ça m'aidera un Ouais. petit peu. Voilà, merci. Comment adapter le rythme de l'irrigation selon la période du cycle, bien évidemment, suivant, on ne le reverra pas aujourd'hui, mais suivant la culture et bien évidemment le stade de la culture, il n'y a pas les mêmes besoins en eau, il n'y a pas les mêmes impacts sur les composantes de rendement qui vont être la cible de l'exploitant la plupart du temps, mais il y a aussi des besoins qui sont plus forts à certains moments qu'à certains d'autres, d'où une nécessité de revenir plus rapidement sur la culture. Il y a aussi des questions très simples de savoir quand reprendre une irrigation après une période de pluie significative ou plutôt très significative. Sur des céréales à paille aussi, le pilotage de l'irrigation, ça va permettre d'atteindre des paramètres qu'on n'a pas forcément sur d'autres cultures type maïs. Ça va être la qualité des blés en fonction de l'irrigation qu'on va apporter, et notamment son interaction avec l'azote. On peut avoir des effets non pas sur la quantité de grains produits, mais également sur la qualité de grains. Et puis,
et c'est particulièrement important. Ça peut être un facteur important de décision quand on est sur des ressources d'eau limitées, c'est bien évidemment quand arrêter l'irrigation. Pardon, quand on est sur des ressources non limitantes. Diapo suivante. Une diapo juste pour, là encore, enfoncer un deuxième clou pour voir l'enjeu de l'irrigation. Pourquoi irrigue-t-on? Bon, d'une part, toute simple, parce qu'une plante, ça consomme de l'eau. Chaque plante elle recourt à la photosynthèse et l'un des intrants indispensables et qui ne variera jamais, c'est bien évidemment l'eau. Et suivant les années, bien évidemment, les années climatiques, les profils d'années climatiques, les besoins en eau ne sont pas les mêmes. Et donc, les impacts sur le résultat technique final sera bien évidemment pas le même. Là, vous avez à l'écran un graphique fait qui cumule en fait plusieurs années d'essai sur notre station à côté à Pusignan, juste à côté de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. En bleu, la dose d'irrigation apportée. En vert, le rendement. Voilà. On est plutôt là sur des conduites qu'on va considérer à l'ETM, c'est-à-dire qu'on va répondre aux besoins de la plante dans sa totalité. Et vous voyez que suivant les années, on a peu ou prou le même rendement. Hein, ça tourne autour de 131, 148 quintaux. Par contre, les années climatiques étant toutes différentes les unes des autres, on voit que le besoin en eau derrière pour atteindre ces rendements varie, je dirais pas du simple au triple en fait. Hein. Ça va entre 96 millimètres, c'est-à-dire allez, 3 gros tours d'eau certaines années à 308. Voilà. Bon. Donc, quand on a de telles variations de quantité d'eau pour atteindre son rendement optimal, bien évidemment, comment on arrive à s'y retrouver puisque aucune année ressemble à une autre, c'est le pilotage de l'irrigation suivant tous les petites subdivisions, les étapes clés qu'on vous présentait dans la diapo d'avant. Alors, on a des enjeux divers selon les espèces. Tout à l'heure, je vous parlais de la qualité de l'irrigation ayant un impact sur la qualité. Là, vous voyez. Comment lire ce tableau? On va prendre la première ligne. Prenons le maïs conso. Le pilotage de l'irrigation va être plus ou moins intéressant suivant la culture et suivant surtout le chapitre dans lequel on veut jouer. Économie d'eau. Là, on est uniquement sur une optique ressources et potentiel d'économie par rapport à la quantité d'eau apportée sur le cycle. Rendement, donc là, on est plutôt sur quel est l'impact de l'irrigation et du pilotage sur la culture vis-à-vis du rendement, la qualité et l'arbitrage entre parcelles. C'est-à-dire, quand dans un assolement, on a une rotation à simplifier, il y a peut-être certaines cultures qu'on va avoir intérêt à arroser en priorité, c'est-à-dire à allouer la ressource en eau, surtout si elle est limitante, à certaines cultures plutôt que d'autres. Je vais commencer par la fin. Arbitrage entre parcelles. Bien évidemment, quand vous devez faire le choix dans votre assolement entre du maïs conso, du maïs semence, du sorgho, du blé tendre, du blé dur, du haricot, bon, vous n'êtes pas forcé d'avoir toutes ces cultures sur l'exploitation, bien sûr, mais vous allez avoir tendance à privilégier l'irrigation et l'allocation de volume d'eau sur les cultures ayant le plus de valeur ajoutée. Là, en l'occurrence, du maïs semence, culture contractuelle, ou du haricot, culture industrielle, une culture sous contrat. Voilà. Vous allouerez aussi... pardon, excusez-moi. Économie d'eau. L'horaire tourne. Je vais pas m'attarder, mais effectivement, on aura plus tendance à prioriser son irrigation sur des cultures d'été où, bon, ben voilà, climatiquement, il y a quand même de beaucoup plus fortes chances d'avoir des besoins en eau non respectés au vu de
au vu du climat, d'un climat estival, qu'une culture d'hiver comme la céréale à paille, où là on aura besoin d'une irrigation peut-être plus d'appoint en fin de cycle. On peut aller sur la diapo suivante, Pierre. Donc, le principe de fonctionnement des outils de pilotage de l'irrigation. Aujourd'hui, constat de base qu'on ne dit pas assez fort parce qu'il y a, pour le coup, on n'en a pas forcément vraiment en conscience. On parle beaucoup de stress hydrique, on parle beaucoup de gestion de l'eau, ça occupe beaucoup de plateaux de télé ou de créneaux radiophoniques ou entre nous autour de la table de nos heures de travail. Mais on n'a aucun indicateur direct du statut hydrique de la plante, associé à un référentiel d'interprétation. Donc, si je traduis ce que je viens de dire sur ma diapo, en gros, sur des cultures annuelles, parce que ce n'est pas tout à fait vrai pour les cultures pérennes type arboriculture, on ne peut pas dire qu'une plante est en stress. On n'a pas un outil, que ce soit de la modélisation ou bien un capteur ou une sonde directement implantée sur la plante qui nous dise notre plante est en stress. La seule façon dont on l'approche, le stress hydrique, c'est de façon indirecte. C'est en mesurant l'état hydrique du sol ou en calculant, en modélisant l'état hydrique du sol, qu'on arrive à approcher le stress hydrique de la plante. Donc, c'est pas évident parce que quand même le sol, c'est pas un compartiment très très simple à observer comme ça à l'œil nu, pour pas dire impossible. Donc, c'est là où on va utiliser des sondes, de la modélisation, adosser un référentiel d'interprétation. Très concrètement, sur les sondes de tension et les sondes capacitives, c'est savoir que telle mesure qu'on lit sur son boîtier ou son ordinateur correspond à potentiellement tel état de stress hydrique du sol. Voilà, s'il n'y a pas ce référentiel, cette traduction, ce ton, faut faire attention à ce qu'on dit quand on utilise des données brutes. Voilà, on en est là, on en est à utiliser ces approches-là, et le bilan hydrique est un de ces outils de pilotage qui approche l'état hydrique de la plante par l'évaluation de la ressource en eau dans le sol. Et évidemment, quand on parle de bilan hydrique, on parle d'Irélis. Et j'espère que je n'ai pas foiré ma transition pour la diapo d'après Pierre. Qui arrive un tout petit peu. Donc, bon, ben voilà, ça, je viens d'en parler. On peut approcher les choses par modélisation pour l'état hydrique ou par sonde. Donc, la partie sonde, c'est pas l'objet d'aujourd'hui. La partie modélisation, on va rentrer dans le nerf de la guerre avec le bilan hydrique Irélis by Arvalis, qui est en partenariat et interfacé avec Winat. Donc, Quesaco, le bilan hydrique Irélis par Arvalis. Alors, vous vous doutez bien, tout le monde, j'ai entendu dire qu'il y avait quelques conseillers chambres ou quelques conseillers de coopérative. Le bilan hydrique, vous connaissez à peu près le principe. Pierre, si vous pouvez dérouler l'animation. On a tous peu ou prou, même à l'école, je me souviens, moi, avoir fait des bilans hydriques, des choses assez rudimentaires, où, en fait, un bilan hydrique, c'est un bilan besoin-ressources, apport-export de quantité d'eau et de besoin de la plante. Donc, ça peut être fait de façon assez basique. Mais vous doutez bien qu'Irélis est un tout petit peu plus, compliqué qu'une approche basique. On est sur un bilan hydrique où on va jouer sur 2 réservoirs et non pas un seul. Vous êtes peut-être familier ou pas du réservoir utile, du réservoir facilement utilisable et du réservoir de survie. Irélis, lui, va déjà dans un premier temps évaluer et faire évoluer au cours de la campagne son réservoir utile en le considérant de 2 façons.
un réservoir utile racinaire et un réservoir utile sous-racinaire. Pourquoi? Parce que une plante, au cours de son cycle, va explorer un réservoir racinaire toujours de plus en plus important. Merci Pierre. Conséquence logique, le réservoir sous-racinaire va diminuer. Ces réservoirs utiles, dont une seule partie est correctement, facilement exploitable par la plante, c'est le réservoir facilement utilisable. L'autre partie, c'est le réservoir de survie. C'est la partie, la quantité d'eau dans le sol qui va être difficilement exploitable par la plante et qui arrive en fait, qui est exploité une fois que le RFU, donc la partie entre guillemets supérieure du RU est exploitée. Quand cet RFU est vidé, c'est le réservoir de survie qui va être prélevé à son tour, mais du fait des interactions entre l'eau et le sol, quand il y a peu d'eau, c'est le sol qui gagne, c'est-à-dire que la plante arrivera à en prélever une partie, mais pas tout, pas de façon optimale, et donc c'est là où on rentre en stress hydrique. Donc le bilan hydrique à deux réservoirs. On a un réservoir qui évolue dans le temps, de par le développement de la plante. Ce développement de la plante, il réalise le modélise, essentiellement autour de modèles de Stahl en somme de température qui ont par ailleurs été paramétrés chez nous avec tout un tas d'essais intégrant notamment du philotherme en dehors des sommes de température, des indices foliaires. Et ce modèle de stade qui va simuler le développement de la plante va permettre derrière nous d'adosser des coefficients culturaux. Le coefficient cultural, c'est le besoin en eau d'une espèce donnée pour un stade donné. Voilà. Donc là aussi, la plus-value d'Irélis par rapport à d'autres outils, c'est aussi ces modèles de stade qui reposent sur des années d'essai et des équations un peu particulières. Voilà. Bon, et puis comme on est dans un bilan ressources, on prend en compte évidemment les pluies, les irrigations qui vont être les apports d'eau exogènes, alors naturels ou anthropiques, voilà, pour le coup, et puis éventuellement aussi, notamment par les périodes de fortes pluies, un drainage racinaire et un drainage même sous-racinaire. Un sol a une RU, quand cette RU est pleine, toute l'eau qui arrive en plus est perdue entre guillemets pour le sol et s'échappe, ruisselle, percole. Et donc, le modèle, ça le prend en compte. Voilà. Diapo suivante, sauf si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Pas de main levée. Alors, comme on n'a pas de capteur plante et qu'on doit approcher la RU des sols, comme je vous disais, ce n'est pas la chose la plus simple à faire. Et c'est une des sources d'erreur possibles, fortes, quand on paramètre n'importe quel bilan hydrique, mais les choses valent évidemment. C'est également le cas pour Irélis. Donc, connaître le RU de son sol pour maximiser sa contribution, c'est important. Pourquoi? Parce que déjà, si on sous-estime ou si on surestime aussi le RU de son sol, eh ben, c'est toute une partie de l'eau qui est déjà disponible dans le sol, notamment au sortir de la saison, dont on ne profite pas, en tout cas, sur la modélisation. La plante, elle va le faire, mais derrière nous, ça sera le ressenti ne peut pas être le même. Donc l'eau du sol est gratuite et doit être utilisée au maximum. Et effectivement, ça revient à dire aussi que avant de déclencher une irrigation, on utilise toute l'eau et une modélisation, c'est ça. La productivité de l'irrigation dépend du niveau d'utilisation de la réserve en eau du sol. Voilà. Trouver le bon compromis entre productivité maximum de l'eau et rendement accessible. Avoir vidé le réservoir facilement utilisable à la fin de la période d'irrigation. De la même façon que l'eau présente dans le sol doit être exploitée au maximum, toute l'eau d'irrigation que vous allez apporter à la parcelle doit être également utilisée au maximum. Voilà, l'eau a un coût. Déjà, c'est du quota, c'est de la ressource que vous utilisez à un endroit, et si vous l'utilisez à un endroit, vous ne l'utilisez pas forcément ailleurs.
Et puis aujourd'hui, ça a un coût aussi économique, énergétique déjà essentiellement, qui font que chaque millimètre apporté multiplié par le nombre d'hectares, vaut mieux l'utiliser à bon escient, et notamment en fin de campagne. Bon, là, vous avez au tableau comment ça s'appelle? Au tableau, pardon. Vous avez à l'écran un petit tableau qui vous montre aussi euh, un autre aspect du RU, un autre enjeu vis-à-vis de l'eau, c'est le poids, l'impact que peut aussi avoir votre travail du sol sur le RU. Votre RU, vous pouvez le dégrader, et notamment par le travail du sol. Un travail du sol fait en conditions humides ou je ne sais quoi, qui viendrait à compacter le sol, des études montrent que ce RU, que vous croyez avoir estimé en toute bonne foi à une certaine hauteur, vous allez avoir un RU dégradé parce que vous l'avez compacté et c'est pas rien quoi. Hein. Par exemple, si vous prenez un sol argileux entre un sol non compacté où vous avez 1 mm d'eau stockée tous les centimètres, non 1,5 mm d'eau stockée tous les centimètres et un sol compacté où vous en avez un, les enjeux sont pas neutres. Donc, favorisez au mieux votre RU. Diapo suivante. Ouais, ok. Là, c'est une autre illustration un tout petit peu plus spatialisée euh, pour vous essayer de vous faire toucher du doigt la physionomie du RU, sa décomposition, euh, notamment en fonction de la profondeur. Un RU en lien avec une plante. Pourquoi je vous dis ça? Si vous regardez bien sur la partie la plus à droite du graphique, vous avez le RFU qui est symbolisé. Et vous voyez que suivant la profondeur, on n'en considère pas le RFU de la même manière. Pourquoi? Je vous disais tout à l'heure, votre RFU, c'est la partie de l'eau liée au sol qui va être facilement prélevable par la plante, d'où son nom. En deçà, quand cette eau facilement mobilisable, elle est prélevée, on va tomber dans le réservoir de survie. Et là, on rentre en stress hydrique. Et quand la plante a prélevé toute l'eau dans le réservoir de survie, on tombe dans le réservoir non utilisable. Et là, ça craint. Parce que là, on est en dessous du point de flétrissement. Donc là, c'est dégradation, voire mort de la plante. Quand on réfléchit voilà les concepts, quand on réfléchit sur la profondeur, la proportion d'eau facilement utilisable par la plante, j'ai vu la question, je vais y répondre après. Quand on prend en compte l'eau facilement prélevable par la plante, en fait, cette proportion-là dans le RU, elle n'est pas identique sur la profondeur du sol. Pourquoi? Parce que en fait, c'est dépendante notamment du système racinaire de la plante, de son profil, de sa physionomie. Et évidemment, plus les racines sont nombreuses dans un volume de terre, plus la capacité d'extraction d'eau facilement utilisable sera importante. Et donc, c'est pour ça que vous avez en profondeur, là, on voit quelque chose en escalier. Dans la vraie vie, c'est pas tout à fait comme ça, mais plus on va en profondeur et plus la proportion d'eau facilement utilisable par la plante diminue, par rapport au RU diminue. Voilà. C'est fonction donc du sol. Donc RFU, RFU, le RU, le RFU est fonction du sol, de l'espèce aussi et du stade, bien évidemment. La densité racinaire n'est pas la même par rapport aux espèces. La sensibilité au stress hydrique, il y a des plantes qui ont une meilleure efficience de l'utilisation de l'eau que d'autres. Et bien évidemment, du climat. La question qui était tout à l'heure de dire est-ce qu'on prend en compte la matière, si je crois avoir vu prendre la prise en compte de la matière organique dans le RU-RFU, bien entendu. En fait, votre RU, et je pense que c'est les dépôts suivantes, de base, le RU, la première chose à faire pour le déterminer, c'est ce que fait Irélis. Elle va, voilà, nickel, elle va
vous proposez un RU calculé avec des fonctions de pédotransfert. Ça, c'est la partie la plus, chiadée, on va dire, de la modélisation sur la partie sol, où vous bénéficiez de multiples références. C'est de prendre dans nos bases sol, si vous ne l'avez pas renseigné, si vous ne le connaissez pas, des données, les paramètres granulométriques des grands types de sol à proximité de vos parcelles, d'utiliser les fractions de limon, d'argile, de sable, pardon, excusez-moi, et la proportion aussi de matière organique, de mettre ça dans la fonction de pédotransfert qui va bien, qui va vous ressortir une RU et donc une RFU derrière. Donc la matière organique est bien prise en compte, même si c'est des ratios c'est des pourcentages assez faibles quand on regarde une équation de pédotransfert, enfin les équations de pédotransfert, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule en fait pour le coup. Donc voilà, c'est pris en compte là-dedans. Mais là, à l'écran, c'est la comment ça s'appelle, une illustration assez simplifiée, même si elle représente elle représente une méthodologie. C'est le triangle des textures qui va vous permettre, à vous, avec votre analyse granulométrique devant vos yeux et avec ce triangle, de savoir dans quel type de sol on se trouve et quelle quantité d'eau par centimètre, c'est les chiffres que vous voyez en dessous des types de sol, quelle quantité d'eau votre type de sol est censé en théorie stocké par centimètre de sol. Voilà. Dossier suivant. Et donc, si vous voulez aller plus loin sur le RU, sachez que en septembre 2023 est paru un guide méthodo. Pour aimer la pédologie, pour aimer tout ce qui a trait au réservoir utile, hein, je ne vous cache pas que c'est pas la passion de tout le monde et ce bouquin relancera pas la mode forcément, mais par contre sur un plan méthodologique, c'est super intéressant. Vous avez tout plein de protocoles, on revient sur les multiples notions, indicateurs qui tournent autour du sol. C'est pas mal, mais ça fait une bonne centaine de pages. C'était co-rédigé à Arvalis Inrae et l'Université Universelle à Beauvais. Voilà. Et c'est gratuit, vous l'avez en accès libre sur le site qui s'affiche en bas de votre écran pour reprendre la formule consacrée. Et je crois qu'il y a une autre diapo ensuite, Pierre, qui est d'aller encore plus loin dans votre besoin d'accompagnement. On va très bientôt lancer un outil en ligne pour essayer pour vous aider à calculer cette notion compliquée, hein, faut bien l'avouer, de réservoir utilisable de l'eau. Voilà, donc ça sera bientôt disponible. Et je le répète, le réservoir utilisable, c'est vraiment le premier des paramètres à essayer de bien caler et qui est le plus compliqué parce qu'on ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne le visualise pas. Voilà, voilà. Merci Julien pour cette présentation du bilan hydrique. Je me permets de prendre la suite pour vous présenter maintenant comment s'articule un peu tout ce qui a été présenté par Julien au sein de l'application Winnet et comment on va paramétrer son bilan hydrique pour avoir un outil de pilotage d'irrigation le plus performant possible. Rapidement, je vous présente une partie ici et après je vous présenterai dans l'application comment s'affiche le bilan hydrique dans l'application Winnet. Donc, la première chose à faire, c'est de paramétrer son bilan hydrique. Comme l'a expliqué Julien, c'est un modèle et l'important dans les modèles, ça va être les paramètres d'entrée pour avoir l'outil le plus performant. Donc, il y a différentes étapes lorsqu'on va paramétrer son bilan hydrique sur sa parcelle. Donc, tout d'abord, une fois qu'on a activé l'option, on va renseigner différentes informations, des informations sur la surface, sur le type de sol. Et c'est vraiment au niveau de ce type de sol qu'il va y avoir toute l'importance. Chaque département va avoir sa liste de types de sol. Je vous le présenterai un peu en détail tout à l'heure dans l'application. Et c'est ce type de sol qui est le plus important à paramétrer dans le bilan.
Ensuite, on va avoir des informations sur ces informations agronomiques. Est-ce qu'on va avoir irrigué l'année précédente? Quel était le précédent cultural? On peut déclarer la présence d'une interculture en sélectionnant son niveau de développement, sa date d'implantation, sa date de destruction. Et ensuite, on va avoir d'autres informations agronomiques à renseigner sur la culture. Donc, selon la culture qu'on va avoir renseignée, on va devoir sélectionner la variété. Ou là, dans le cas de la présentation, on est sur du maïs semence, on a des informations un peu plus détaillées à renseigner. Une fois qu'on va avoir renseigné ces informations-là, on a d'autres informations à renseigner sur les données d'irrigation et on arrive enfin sur un résumé qui regroupe tout ce qu'on va avoir paramétré pour sa parcelle. Et c'est ici qu'on va avoir donc une réserve utile donc le RU, le RFU qui va être proposé en fonction du type de sol qu'on va avoir renseigné et qui va pouvoir être ajusté en fonction des connaissances ou si on connaît son réservoir utile via les méthodes présentées tout à l'heure, on peut venir l'adapter ici par rapport à ce qui avait été euh, renseigné en fonction du type de sol qu'on avait ajouté. Et une nouveauté cette année, maintenant, on peut aussi ajouter une station météo externe en plus des stations Winat via l'application pour l'utilisation des données de pluie de cette station. Donc, ce que je vous propose, c'est maintenant de vous présenter sur l'interface Winat à quoi ça ressemble. Donc, je récupère ma souris. Hop. Donc, sur l'interface Winat, c'est disponible soit sur un navigateur, soit sur l'application mobile. On va avoir quelques modifications cette année. Donc, en fait, quand on arrive sur l'application Winat, ici, j'ai paramétré déjà différents bilans hydriques avec l'option qui avait été activée. Et donc, je vois directement sur la carte le résultat sur mes différentes parcelles du modèle Irélis. Donc, c'est en millimètres de déficit hydrique dans le sol. C'est pour ça que j'ai une valeur négative. Et ensuite, la couleur, ça va être est-ce que actuellement mon niveau, mon déficit hydrique est en stress ou non? C'est-à-dire que est-ce qu'on est encore dans la réserve facilement utilisable ou est-ce qu'on s'approche de la réserve de survie? Et dans ces cas-là, on aura une pastille qui s'affichera en rouge, mais on verra plus le détail sur le graphique. Donc, j'ai mes différentes parcelles. Ici, j'en ai une qui est grise, c'est parce qu'elle n'a pas encore été configurée, alors qu'elle a bien l'option. Et donc, derrière, j'ai mes différentes parcelles et je peux regarder sur les prochains jours. L'intérêt des modèles de bilan hydrique, c'est de pouvoir utiliser des prévisions météo pour voir ce qui va se passer dans les prochains jours, sachant que Irélis ne prend pas en compte les prévisions de pluie pour prévoir l'évolution du réservoir utile. Donc, on voit un peu sur les prochains jours ce qui va se passer, ce qui permet d'identifier si on a beaucoup de parcelles à suivre, si on voit des parcelles dans les prochains jours qui passent en stress pour pouvoir un peu orienter son analyse. Une fois donc ensuite, je peux regarder en détail une des parcelles. Donc ici, je retrouve mon graphique de mon bilan hydrique. Donc là, j'ai les 14 derniers jours. Je peux regarder la saison en entier. En ce moment, on n'est pas trop de problématiques, mais du coup, on voit bien l'évolution du réservoir utile en fonction de l'évolution des stades et de la croissance racinaire, comme il a été présenté tout à l'heure, avec les différents stades de renseignés, les différentes pluies et aussi derrière le niveau de drainage et de toute cette eau qui ne va pas forcément rentrer dans la réserve utile parce que le réservoir utile était plein. Et derrière, la période de grande sensibilité au stress hydrique en fonction des cultures et des stades sur laquelle il faut être vigilant à éviter les stress hydriques par rapport à l'élaboration du rendement. Je retrouve ensuite en dessous les données en détail de ce que j'affiche sur mon graphique. Je peux regarder les jours en détail pour voir un peu les niveaux de déficit hydrique, les niveaux de réservoir utile à ce moment-là et de seuil de stress. Je retrouve ensuite un rappel du type de sol et de la réserve utile que j'avais renseigné. L'évolution des stades de culture sur ma culture, donc avec des stades qui vont pouvoir être recalés. Mais ces stades, ils vont être automatiquement déterminés par les modèles de stades et il y a quelques stades que je vais pouvoir recaler. Forcément, on va avoir des informations de pluie qui vont se renseigner automatiquement. Les irrigations, si on n'a pas de station qui permettent de mesurer les irrigations, il faut les renseigner soi-même. Donc derrière, on va pouvoir rajouter des irrigations ici
Si je mets une irrigation ici au 21 mars, je mets 20 mm. Il y a un petit temps d'actualisation. Donc voilà, j'ai mon irrigation qui est renseignée et derrière, j'ai mon nombre d'irrigations et je vais avoir un cumul d'irrigation sur la saison en fonction des irrigations. Et derrière, on la voit bien en orange s'afficher ici dans le graphique. Et je peux, si je clique sur ce bouton de calendrier des pluies et des irrigations, retrouver toutes les pluies qui vont avoir été mesurées par ma station et mes irrigations. Et dans certains cas, on va pouvoir aussi modifier des pluies ou ajouter des pluies si cette valeur-là était pas bonne parce que sa station était en panne, c'est de la météo spatialisée qui avait pris le relais. On va pouvoir venir corriger la pluie ici. Et enfin, j'ai deux graphiques qui vont afficher derrière donc l'historique des précipitations et un peu les ETP passés et à venir sur les prochains jours. Voilà pour l'utilisation du bilan hydrique. Et alors, une des nouveautés aussi de cette saison, c'est alors donc un petit bouton pour la présentation, mais en gros, arriver au dernier stade de culture. Donc, par exemple, ici, sur cette parcelle-là, car c'est à 32% d'humidité, le bilan hydrique est terminé, le modèle va s'arrêter de calculer. Donc, derrière, on va passer sur un affichage qui va être plutôt fin de saison qui va nous permettre de récupérer un export au format PDF. Ici, je peux voir l'aperçu, donc derrière de télécharger ce fichier-là sur lequel je retrouve mon bilan hydrique. Je retrouve, bon là c'est des données de test, hein, des différents stades de culture avec le cumul de pluie, le cumul d'irrigation, le nombre de jours de stress, la couverture des besoins aussi. On retrouve les informations sur des réserves utiles, sur des dates de recalage de bilan hydrique sur les dates de stade. Alors, les dates de stade calculées par le modèle et les dates de stade observées quand on est venu recaler un stade. Et on retrouve ces différentes irrigations avec les différentes dates d'irrigation. Donc, ce fichier qu'on peut télécharger ensuite pour stocker au format PDF. Et sur l'affichage dans l'application, quand le bilan hydrique est terminé, on va avoir un affichage un peu différent où on va retrouver bon là pareil, on est sur une période réduite, mais le cumul en millimètres de toutes les pluies par mois, pareil pour le TP, pareil pour le drainage. Et ici, entre différents stades clés de la culture, le nombre de jours de stress et la couverture des besoins qu'on va avoir eu sur sa culture. Donc ici, pour du maïs, entre le semis et le stade dix-feuilles, entre dix-feuilles et floraison, floraison et stade limite d'avortement des grains, et stade limite d'avortement des grains et la fin du cycle. Et Pierre, je après, peux on a un récap t'interrompre? sur le cycle entier. Oui, oui. On a deux questions sur le chat. On avait une question sur les prévisions météo. Pourquoi ne prenez-vous pas en compte sur les prévisions météo la pluie? Et la deuxième, c'est est-il possible de coupler les données d'une sonde capacitive ou tensiométrique avec son bilan hydrique? Voilà. Alors, sur la première question, pourquoi la pluie n'est pas prise en compte dans les bilans hydriques? Ça a toujours été le cas sur le modèle IRELIS. Je pense que c'est principalement sur des mauvaises estimations sur des cumuls de pluie à venir par rapport à l'évolution du bilan hydrique dans les prévisions et de se concentrer principalement sur le TP qui, elle, va être plus fiable, notamment sur les prévisions météo qui vont être mises à jour plusieurs fois par jour, avec des cumuls qui peuvent varier fortement d'un run de prévision à un autre. Je pense que c'est C'est la ça. principale raison de la non-utilisation de la pluie dans le C'est tout bilan à fait, hydrique. c'est tout à fait effectivement possible de les intégrer. Le problème, c'est que sur les pluies, et particulièrement en période estivale, vous avez une telle variabilité possible que ça aurait pas. Voilà, on peut se poser la question de les intégrer dans le bilan hydrique ou pas. Alors que les ETP, à part accident climatique majeur, mais à 7 jours, généralement, on ne se trompe pas trop, les ETP restent quand même relativement stables. En tout cas, l'impact d'une variation, d'une incertitude sur l'ETP n'a rien à voir avec toutes les variations qu'ils peuvent avoir sur des pluies, notamment les pluies orageuses. Autant un ETP va pouvoir varier de aller 1 ou 2 mm par rapport aux prévisions, du réel par rapport aux prévisions, autant une pluie, par exemple, orageuse, on peut vous annoncer 1 mm et vous en prendre 30 mm sur le coin de la parcelle ou l'inverse. Donc, ce n'est pas du tout le même poids.
Merci. Concernant la deuxième question sur la possibilité de coupler les données de sonde capacitive ou de tensiomètre avec son bilan hydrique, alors non, c'est pas possible. Donc ça a été présenté rapidement tout à l'heure. Donc c'est bien deux outils différents. Aujourd'hui, les sondes capacitives et les tensiomètres vont permettre de mesurer ce qui se passe dans le sol et derrière de gérer son pilotage d'irrigation avec des seuils et des référentiels propres à ces outils-là. Mais même si le fonctionnement, enfin même si l'usage à la fin va être le même, l'utilisation et la compréhension de ce qui se passe dans le sol est différent. Donc, on ne peut pas coupler des capteurs avec un bilan Henry Iris. Je vais juste apporter une toute petite nuance, Pierre, si tu me le permets. Oui. Sondes tensiométriques et sondes capacitives, ce sont des sondes. Mais on ne regarde pas tout à fait la même chose. Et du coup, il n'y a pas le même usage. Les deux sont très utiles, les deux n'ont pas le même coût. Les deux sont plus ou moins faciles à lire. Alors, la sonde capacitive, on va commencer par la plus chère et la plus facile à lire, puisque lorsqu'elle est bien calibrée, c'est important, elle va vous donner en sortie des millimètres ou des pourcentages d'humidité, ça dépend du revendeur. Il y a plusieurs mondes sur le marché, plusieurs personnes sur le marché. Je ne rentre pas dans les détails. En tout cas, ça va vous donner des millimètres. Ici, la chose est bien calibrée. On voit effectivement la quantité d'eau dans le sol. Voilà. C'est plutôt pas mal. Après, voilà, je ne reviens pas sur l'histoire du couplage. L'autre type de sonde, le tensiomètre, c'est la moins chère, c'est la plus répandue, du coup. C'est en partie, et puis c'était elle qui était là en premier. Mais on ne va pas regarder des millimètres d'eau dans le sol. On va regarder des tensions, c'est-à-dire la compétition entre la plante et le sol pour capter l'eau. Donc, avec les référentiels qu'il y a derrière qui vont bien et qui ont été élaborés en grande partie par Arvalis sous le nom de la méthode Irinov que vous connaissez peut-être. Donc ça, c'est le référentiel qui vous permet d'interpréter que telle valeur de tensiomètre indique la rentrée ou pas de la plante en stress hydrique. Mais le tensiomètre ne mesure pas des millimètres. Il mesure la bataille qui a lieu au sein du compartiment de sol et donc et la nécessité donc d'irriguer ou pas. Donc là, on pilote l'irrigation. On ne mesure pas, on pilote le besoin en eau, donc on pilote l'irrigation, mais on ne mesure pas la quantité d'eau qu'il y a dans le sol avec le tensiomètre. Voilà, donc c'est deux technos différentes, deux choses mesurées différentes, deux technos différents, deux usages qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour Merci, Julien. Je me permets juste de finir un peu la présentation à ce niveau-là pour laisser le temps de Lorraine de présenter l'interface Physiopharm et on reprendra les questions qui arrivent à la fin. Donc juste rapidement, on a parlé de données météo. Le modèle Irélis via l'application Winat va pouvoir utiliser différents types de données météo. Donc deux stations météo. Donc c'est ce qu'on appelle la mesure, donc la mesure réelle qui va permettre de calculer le bilan hydrique au quotidien. Donc, il va provenir soit de stations météo Winat ou externes, soit de données météo issues du réseau Météo France Arvalis, qui, dans tous les cas, si il y en a un problème avec une station qui va plus émettre, qui a été cassée pendant la saison, va prendre le relais pour toujours avoir au moins une estimation de la pluie qui est tombée sur la parcelle. Il va y avoir des prévisions météorologiques. Donc là, on en a parlé rapidement pour évaluer pour mesurer, enfin pour prévoir le TP qui va arriver et derrière prévoir l'évolution de la réserve utile. Et enfin, il y a aussi des données qu'on appelle fréquentielles, c'est plutôt qui vont être utilisées pour calculer l'évolution des stades de culture dans le temps. Donc c'est de la donnée prévision à moyen long terme sur la saison qui vont être utilisées surtout pour l'évolution des stades de culture et pour pouvoir estimer à peu près les stades de culture qui vont se recalibrer automatiquement à l'aide des données mesurées par, euh, par la station. Donc, les données qui sont utilisées pour faire fonctionner le modèle, c'est la pluie, la température et l'évapotranspiration potentielle. Donc voilà, sur la partie bilan hydrique,
Je me permets juste de rapidement reparler de l'offre Winat. Donc, le bilan hydrique via l'application Winat, donc Iridis via l'application Winat, il permet d'avoir un outil de pilotage de l'irrigation sur différents types de cultures, donc le maïs, le blé, le soja, le sorgho, la pomme de terre, mais aussi sur tabac, haricots et épinards. Pour rappel, le prix de l'option, en fait, si on a une option monoculture, c'est-à-dire qu'il va permettre de faire du pilotage d'irrigation sur une seule culture, donc soit maïs, donc maïs, c'est tous les types de maïs différents présents dans l'outil. On va être à 200 euros pour 10 parcelles. Pour avoir une option qui permet d'utiliser le biodynamique sur différents types de cultures, on est sur 300 euros pour 15 parcelles. Euh, et je repasse pas sur la partie de comment activer l'option sur l'application Winat. Vous aurez les informations. Du coup, on vous partagera le support de présentation. Je vous invite à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. On y répondra à la fin du webinaire. Euh, je passe maintenant la parole à Lorraine sur Visiofarm, qui va vous présenter du coup cette interface de suivi pour les distributeurs. Donc Visiofarm, c'est une interface donc, qui est conçue voilà, côté Arvalis et qui permet qu'on met à disposition pour chacun donc un accès par distributeur pour que vous puissiez voir de manière centralisée les bilans hydriques de vos agriculteurs. Donc vous avez un onglet bilan hydrique sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations. Vous avez une première partie de filtre qui vous permet donc de filtrer les parcelles qui sont dans le tableau en dessous, donc qui sont l'ensemble des parcelles de vos agriculteurs. Là, pour l'occasion, j'ai juste créé 3 parcelles de test. Mais voilà, si vous en avez beaucoup plus, vous avez la possibilité de filtrer selon la culture, le département, l'agriculteur. Donc voilà. Vous avez un récapitulatif du nombre d'agriculteurs, de la surface et du nombre de parcelles, et un tableau qui récapitule également le niveau de stress hydrique de vos différentes parcelles, des parcelles de vos agriculteurs en fonction donc, des cultures et donc du niveau de déficit hydrique. Donc ici, vous retrouvez des informations assez synthétiques sur les parcelles, avec le nom des agriculteurs, le nom des parcelles, la localisation, la culture concernée, le risque d'épuisement de la RFU dans les 7 jours qui arrivent, donc là, c'est pas le cas. Les dates de semis, le stade actuel, des informations sur le sol, et la station quand il y en a une qui est rattachée. Et vous avez une petite carte en dessous qui vous permet également de voir les localisations des parcelles et leurs principales caractéristiques. Donc ça, c'est vraiment une vue très synthétique. Vous pouvez aussi exporter les informations, mais vous pouvez aussi voir plus en détail une parcelle en cliquant sur le petit œil. Et là, vous avez les informations parcellaires assez générales, le nom de la parcelle, le code postal, voilà, quand il s'est renseigné, la station quand il y en a une. Vous avez les informations sur le précédent, sur la culture intermédiaire quand il y en a une aussi. Vous avez des informations sur l'irrigation et des informations spécifiques à la culture. Donc là, il s'agit du maïs semence, donc on a la date de semis, la précocité, le gabarit qui a été renseigné. Des informations sur le sol, donc ça c'est vraiment tout ce que vous saisissez du côté de l'interface de Winat. Et après vous avez donc les stades qui sont affichés. Quand il y a un petit œil à côté, ça veut dire que c'est un stade qui a été observé et remonté, donc du côté de l'interface Winat, et qui est pris en compte pour pouvoir recaler les stades suivants. Vous avez la liste donc, des irrigations qui ont été apportées et vous retrouvez le bilan hydrique tel que vous pouvez le voir sur l'interface de Winat. Donc voilà. Dans la partie inférieure, vous avez aussi le planning de réception des données météo. Donc ça permet de savoir, donc là c'est une parcelle qui n'est pas reliée à une station, donc c'est des données Arvalis, des données spatialisées. Donc en passant la souris sur le calendrier, on voit la quantité de pluie. Et on sait également, quand il y a une correction de pluie, comme l'a montré Pierre tout à l'heure, on peut corriger certaines valeurs si on juge qu'elles ne sont pas correctes. Et donc, c'est considéré comme des données envoyées. On peut voir ici, donc, c'est des données qui ont été corrigées.
Et dans la partie inférieure, on retrouve les mêmes informations que le bilan hydrique, mais sous format tabulaire qu'on peut également exporter. Je peux prendre aussi une autre parcelle que j'ai reliée à une station, par exemple celle-là. Donc c'est une station de test, hein, donc c'est pas une vraie station. Ah non, c'est peut-être pas. Ah, c'est parce que c'est une station de test que c'est mal remonté justement. Donc je pourrais pas vous montrer. Mais voilà, donc de manière générale, comment fonctionne Visiofarm tel que vous pourrez l'avoir de votre côté. Donc il y aura un compte par distributeur et on vous fournira un bon de commande. On le met à disposition à titre gratuit, mais il faut quand même que les CGU soient acceptés. Donc voilà. Merci Lorraine pour la présentation de Visiofarm. Donc, en guise de conclusion de ce webinaire, bon, l'idée c'est de bien comprendre que via l'application Winnet, on a accès en fait à toute l'expertise d'Arvalis pour le bilan hydrique Irélis. Donc, faut pas hésiter en tout cas à faire remonter à Winnet toutes les questions que vous pouvez avoir sur l'outil. Nous, après, derrière, on est vraiment en discussion au quotidien avec Arvalis pour faire remonter vos retours terrain sur la compréhension du modèle, sur des écarts que vous pouvez peut-être observer ou des questions que vous vous posez sur le terrain par rapport à ce que vous observez sur le terrain, par rapport à ce que va pouvoir afficher et calculer le modèle. C'est l'objectif de mettre à disposition l'outil dans une application qui est simple d'utilisation, surtout pour les agriculteurs, pour et derrière de pouvoir avoir accès à tout l'outil Irélis d'Arvalis. Je ne sais pas si Lorraine ou Julien, vous vouliez rajouter quelque chose un peu pour conclure ce webinaire avant de regarder les différentes questions qui auraient pu être posées. Non, pas particulièrement. Je suis là pour répondre à vos questions, hein. Idem. Enfin, oui, non, non, rien. Après, on n'a pas abordé, pardon, excusez-moi, on n'a pas abordé certaines spécificités du modèle par rapport à des cultures comme le maïs semence, notamment. Mais ça, vous pouvez me poser la question, vous pouvez me poser les questions après. Eh bien, merci. Donc, effectivement, alors oui, il y avait donc une autre partie sur les formations Arvalis. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire dessus aussi. Eh ben, elles sont déjà commencées. À chaque fois, le timing, je crois que Oui, le d'accord. timing Bon, ben, entre le début du cycle de formation et la campagne d'ouverture Winat, elle est un peu différente. Mais là, on en est déjà à la quatrième session, mais c'est un cycle de formation qu'on refait chaque année. Donc, si vous voulez d'ores et déjà, si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à nous contacter. C'est un cycle de 4, voire même 5. On va rajouter un module de formation où on revoit un peu les fondamentaux et même un peu plus sur l'irrigation, sur le pilotage d'une part, l'irrigation des céréales à paille d'autre part, l'irrigation des maïs ensuite, et la stratégie en volume limité. Et puis enfin, un dernier module qui concerne le matériel et l'énergie. Voilà, des 5 modules plus un sixième qui serait un peu plus pratico-pratique qu'on est en train de mettre en place cette année, qui sera tout nouveau et qui permet pendant 1 heure et demie d'avoir un passage en revue des principes de base, des concepts de base, des essais que nous on a pu faire sur telle ou telle thématique de ces 5 sujets. Voilà. Faites-nous savoir si ça vous intéresse. C'est pas mal du tout pour ou bien prendre connaissance du monde de l'irrigation quand on est un nouvel arrivant dans une entreprise, ou bien tout simplement se mettre à jour et discuter de choses de choses que vous ne trouveriez pas par ailleurs. merci. Et donc, je me permets de regarder du coup s'il y a des différentes questions pour pouvoir y répondre. Il nous reste plus tellement de temps par rapport au créneau qui nous était alloué. Mais on a déjà répondu à quelques questions pendant le webinaire. Donc, du coup, je regarde un peu sur les questions. Alors,
Alors, concernant l'affichage du bilan par rapport aux irrigations et au drainage, quand on est en zone arrière, effectivement, ça peut. Tout à l'heure, j'affichais la partie saison en cours sur lequel on voyait uniquement de la pluie et du drainage parce que bon, on était sur la période hivernale. L'objectif de l'application, c'est d'afficher un outil à disposition des irrigants et donc d'avoir une vue plutôt, et c'est ce qui est à travailler vraiment avec les utilisateurs du bilan, d'avoir une vue plutôt à 30 jours ou voire à 2 semaines en fonction de la fréquence d'irrigation pour pouvoir avoir un meilleur pilotage. Donc là, effectivement, en période de saturation du réservoir utile, on a du drainage un peu tout le temps, mais c'est pour ça qu'on a aussi d'autres graphiques qui nous permettent de revoir un peu, surtout en fin de saison, le cumul de drainage et le cumul de pluie par mois. Et la dernière question, en tout cas, qui avait été posée sur la compatibilité avec l'hostation. Ça, c'est tout l'intérêt des différentes suites de modèles de Arvalis. Aujourd'hui, il y a un outil qui permet de regrouper et donner toutes les stations pour pouvoir utiliser ces données de station dans les différents outils. Donc, aujourd'hui, dans la configuration d'un bilan hydrique, ce que je présentais tout à l'heure, je vais revenir sur le diaporama, mais on a la possibilité ici de renseigner une autre station, ici Weather Mesure, mais il y a tous les différents fournisseurs de stations compatibles avec l'API IoT, où à partir du moment où on a une station avec le numéro, le code de station du constructeur, on va pouvoir utiliser les données de cette station dans l'interface WINET. En tout cas, pas dans l'interface WINET au complet, mais vraiment pour alimenter le calcul du bilan hydrique. J'apporte juste une précision là-dessus. Donc, la méthode d'activation de l'envoi des données vers Arvalis dépend de chaque constructeur. Donc, il faut que vous vous renseigniez auprès des différents constructeurs, que ce soit Weather Mesure, Sencrop ou autre, vous avez un moyen à chaque fois sur l'interface du constructeur de station d'activer l'envoi des données vers Arvalis, vers les différentes offres, et donc de récupérer le bon numéro parce que c'est pas la référence forcément que vous trouvez sur votre station, hein. Ça peut être un autre numéro. Oui. Donc voilà, ça peut être le fonctionnement peut être spécifique, la manière de faire pour chaque constructeur est différente. Donc ça, il faut vous renseigner auprès des constructeurs. Merci. Il y avait une autre question sur la RU intégrée dans les modèles. Julien, je pense que tu peux peut-être apporter une précision. Alors, l'ARU intégrée dans les modèles et bien l'ARU sur la profondeur de racinement, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que vous voyez notamment la courbe du réservoir facilement utilisable et du réservoir utile. Tout à l'heure, Pierre a monté un exemple qui évolue, qui descend, mais en fait qui montre donc le RU, le RFU qui augmente. C'est qu'on considère grâce à notre modèle de stade que l'enracinement augmente, donc la taille du réservoir augmente aussi. Donc on est bien là-dessus. Voilà. J'en profite pour dire, quand vous paramétrez votre RU dans Irelis, on vous demande le RU maximum potentiel, donc c'est bien sûr la profondeur d'enracinement. Faites attention quand vous basez cette estimation de RU. Donc, on n'est pas dans le cas de figure où vous utilisez les données que peuvent vous proposer la base solaire Arvalis. Vous avez vos données à vous, vous les rentrez et vous mettez bien le RU maximum qui va être du coup sur la profondeur d'enracinement. Et si vous utilisez une analyse granulométrique qui vous fait le RU, faites très attention sur quelle profondeur ce RU a été mesuré en labo. Bien évidemment, il n'y en a pas un qui fait une RU sur 1 mètre, c'est trop compliqué. Donc, il faut bien regarder l'estimation de RU sur vos analyses, sur quelle profondeur elle a été estimée pour pouvoir ensuite la ramener à la profondeur max d'enracinement de vos plantes. La question suivante est pour toi, Pierre, je pense. Oui, sur l'intégration des données Sencrop dans le calcul de Irelis, comme ça a été expliqué et comme l'a expliqué Lorraine, en fait, différents fournisseurs de stations, dont Sencrop, sont compatibles avec les outils Arvalis. Donc, on peut connecter une station Sencrop aux outils pour envoyer ces données aux différents OAD Arvalis et après utiliser ce code de station dans les différents OAD à partir du moment où le constructeur valide l'envoi des données
vers les API Arvalis. Donc techniquement, il n'y a pas de limite. En tout cas, nous, on a mis à jour notre outil Release pour pouvoir utiliser les données de différentes stations, autres que les stations Winat connectées à l'application Winat. Et sur la dernière question, sur les notifications, on n'a pas de notification pour prévenir l'agriculteur d'un risque de stress. La façon dont a été pensée l'application, c'est vraiment de pouvoir rapidement regarder sur la carte si on va avoir un stress qui arrive. Ce type de notification va être plus pertinent quand on va avoir beaucoup de parcelles. L'idée, c'est de pouvoir rapidement regarder laquelle va passer en rouge dans les 5 prochains jours. On est en train de travailler pour ajouter ces notifications, mais en tout cas, pour l'instant, c'était pas ce qu'on avait jugé le plus urgent à ajouter dans l'application. Et concernant la dernière question, bah, je vous laisse voir avec Sencrop parce que moi, je travaille pas pour Sencrop, du coup, je sais pas du tout ce qui a été fait. Alors peut-être que Lorraine ou Julien, vous avez des informations sur la dernière question, mais en tout cas, moi, j'ai pas d'informations. Non, je vote Alors, pas en touche. Moi, j'ai pas l'info. alors en fait, Sencrop a mis en place un système particulier. On a mis en place un système particulier pour Sencrop. Dans Sencrop, vous aurez la possibilité de dire que vous activez l'envoi des données vers Arvalis, mais vous devez préciser quelle plateforme va utiliser les données. Donc, dans Sencrop, vous aurez un système qui dira j'active l'envoi des données vers Arvalis pour le service e-release, pour le service de Winat, pour le service. Quoi. Il faudra préciser le service qui pourra utiliser les données derrière. Mais c'est vous qui décidez, hein, au final. C'est quand même vous qui mentionnez quel service utilisera les données. Au final, ça vous permet aussi à vous d'être sûr que les données ne seront utilisées que pour ce service. C'était on va dire la condition que Sencrop effectivement souhaitait avoir. Merci. Donc, on a un tout petit peu dépassé le temps alloué. Ce que je vous propose, c'est de conclure ici. Et dans tous les cas, le replay vous sera envoyé par mail dans les jours à venir, ainsi que le support de présentation de ce webinaire. Si vous avez des questions sur l'utilisation du modèle, sur l'application Winat, n'hésitez pas à contacter Winat, soit via vos interlocuteurs, soit via le support, ou soit via mon mail. Et dans tous les cas, on répondra à vos différentes questions et on rebouclera avec Arvalis pour toutes les questions beaucoup plus techniques au niveau du modèle sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci Julien, merci Lorraine de votre participation à ce webinaire. Merci Et je Pierre, vous merci souhaite à vous tous. Merci à tous. une bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.